Alors bonjour et bienvenue à tous sur ce Facebook Live sur le Bitcoin, cette monnaie peer-to-peer libre et ouverte. Donc nous sommes en direct de la rédaction des Échos en compagnie de Nessim Haït Kassimi. Salut. C'est l'un de nos experts maison sur la question et on va essayer de mieux comprendre un peu comment le Bitcoin fonctionne et surtout n'hésitez pas à réagir, à poser toutes vos questions sur le Bitcoin à Nessim qui est là pour vous répondre. Pour commencer Nessim, est-ce que grossièrement tu peux déjà nous expliquer ce que c'est que le Bitcoin? Alors le Bitcoin, c'est une monnaie dont la genèse est apparue vers 2008 et qui fonctionne à partir de la cryptographie. C'est une monnaie qui a beaucoup d'avantages, comme d'avoir créé un système en fait assez performant de validation des transactions, un système qui est à la fois décentralisé et qui a connu finalement assez peu de problèmes. En revanche, il y a une dimension du Bitcoin qui était présente dès son origine et qui s'est accentuée notamment récemment, c'est sa dimension spéculative. Avant d'être une monnaie, beaucoup de personnes voient avant tout dans le Bitcoin un instrument spéculatif, un actif. Et je pense que c'est une dichotomie et un hiatus qui pose un petit peu problème. Alors ce matin, dans les Échos, tu expliques que les autorités chinoises craignent que le Bitcoin serve à contourner les contrôles de capitaux. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer de quelle façon la Chine fait trébucher le Bitcoin? Alors la Chine et notamment les bourses chinoises ont pris un poids prépondérant dans les flux financiers, dans les flux boursiers du Bitcoin depuis quelque temps. Je ne pense pas que ce soit les montants en tant que tels qui inquiètent la Chine, mais davantage sur la facilité qu'offre le Bitcoin pour, on va dire, échapper au contrôle des capitaux, parce que ça permet par exemple d'envoyer de par le monde de manière très simple ces Bitcoins. Et d'ailleurs, c'est pour beaucoup de personnes du secteur un des grands marchés d'avenir qui est celui justement des envois d'argent par les populations immigrées dans tous les pays, par exemple des États-Unis vers l'Amérique latine. Je pense que c'était vraiment un des événements fondamentaux pour l'avenir de cette monnaie. En revanche, on est assez dans l'expectative sur les mesures que pourraient prendre les autorités chinoises pour limiter l'engouement du Bitcoin. Alors, est-ce qu'ils vont durcir les règles? Est-ce qu'ils vont limiter éventuellement les montants que les particuliers pourraient investir? Enfin, tout ça crée une grande dose quand même d'incertitude sur cette monnaie qui explique la résurgence de la volatilité. Ça a toujours été une monnaie volatile. Sa volatilité a nettement diminué depuis 3 ans, mais on a quand même le sentiment là que c'est un des nouveaux tournants pour le Bitcoin. Il y a déjà en fait du monde qui nous regarde sur Facebook et qui réagissent. C'est un sujet qui fait beaucoup réagir sur Facebook et notamment la semaine dernière, un de tes papiers avait fait beaucoup de bruit sur le Facebook des Échos avec la chute de 24% qui a eu lieu jeudi dernier. Et beaucoup de monde, la communauté Facebook des Échos se demandait beaucoup si c'était le moment d'acheter du Bitcoin et au fond, est-ce qu'on peut vraiment espérer gagner de l'argent avec sur le cours du Bitcoin. D'ailleurs, c'est des questions que certains de nos personnes qui nous suivent sur Facebook sont en train de te poser. Alors à court terme, ce sera sans doute difficile. En revanche, si vous croyez à l'avenir de ces monnaies, et ça on peut penser quand même que tous les grands pays et même tous les pays à terme vont évoluer vers des monnaies purement électroniques. Donc si vous croyez à ce mouvement, ce qui est quand même un peu logique, vous pouvez penser que le Bitcoin est, disons, le premier essai vraiment concluant. Donc si vous avez un horizon de temps de 5 à 10 ans, oui, vous pouvez tout à fait investir sur le Bitcoin. Pour une part, bien évidemment, sans doute assez modeste de votre patrimoine. Après, tout dépend de votre appétit pour le risque. En revanche, la spéculation à très court terme sur le Bitcoin est quand même risquée. Elle est risquée pour un certain nombre de facteurs. D'abord parce qu'il n'y a pas véritablement de consensus, même de méthode d'analyse pour essayer d'anticiper le cours du Bitcoin.
Il y en a certains qui font de l'analyse technique, d'autres qui bâtissent des modèles. Mais bon, d'après ce qu'on comprend, prévoir l'évolution du cours du Bitcoin reste quand même très difficile. Alors, pour pas mal de raisons aussi liées à la conjoncture. C'est une monnaie qui est absolument corrélée à aucune autre grande classe d'actifs. Alors, par moment, le Bitcoin va dans le même sens que le dollar. Par moment, c'est l'inverse. Même chose pour l'or. Donc, c'est quand même assez difficile d'essayer d'un petit peu de trouver des trajectoires. Alors après, vous pouvez essayer d'anticiper les éventuels changements de réglementation ou faire des choses comme ça, mais ça reste quand même difficile. Bon, après, il faut quand même admettre que parmi les 500 ou 600 monnaies, alors qu'ils sont parfois cryptographiques, digitales ou électroniques, qui ont émergé depuis 3-4 ans, le Bitcoin est le seul qui ait quand même réussi à... D'abord, il doit représenter à peu près 80 à 90% du marché. L'essentiel des investissements ont été réalisés sur le Bitcoin. Et c'est une monnaie qui a quand même passé pas mal de tests. Alors après, la route quand même est encore longue, mais je dirais que c'est quand même, si vous croyez aux devises électroniques, vous pouvez absolument investir, mais vraiment avec un horizon de temps très long. Alors il y a Nico qui pose une question intéressante et que c'est vrai que tout le monde se pose, c'est tout simplement où est-ce qu'on achète du Bitcoin et un petit peu comment on achète et dépense cette monnaie. Je vois qu'il y a plusieurs personnes qui parlent de ça aussi. Moi, dans mon imaginaire, le Bitcoin, c'est surtout une économie un peu parallèle, un peu illicite. C'est un peu la monnaie qui pourrait éventuellement servir au terrorisme. J'avais l'impression que sur le dark web, c'était la monnaie qui servait à acheter des armes. Qu'en est-il aujourd'hui? Et une fois encore, comment on dépense cet argent et où est-ce qu'on l'achète? Alors sur le dark web, effectivement, ça l'a été à l'origine, mais ce n'est plus du tout le cas. Maintenant, alors il y a pas mal de papiers qui sont sortis là-dessus. Le dark web et l'économie illicite Internet représentent maintenant une part négligeable de l'activité du Bitcoin. De tête, je dirais, les chiffres sont 5 à 7%. Parce qu'effectivement, tout autour de cette monnaie se sont créées à la fois des activités illicites et aussi des arnaques financières autour du Bitcoin. Bon, en fait, cette partie-là est quand même assez négligeable. Pour ce qui est d'acheter du Bitcoin, en fait, vous avez une multitude de bourses du Bitcoin qui ont émergé ces dernières années. Alors, elles ont après des règles un peu différentes sur les modalités d'achat des Bitcoins, et notamment sur les documents que vous devez fournir pour acheter. Mais disons que c'est extrêmement facile parce que maintenant, je dirais qu'il y en a au moins une trentaine. Seul, quand même, gros bémol, c'est que ces bourses du Bitcoin, notamment pour celles de taille modeste, voire petite, ont une durée de vie très limitée. Beaucoup ont été victimes soit de hacking, soit peut-être même tout simplement de mauvaise gestion. Le cas le plus emblématique est bien évidemment MTGOX, qui reste une sorte de cas encore un peu mystérieux. Donc qui avait vraiment... Alors c'était à l'époque une des principales bourses du Bitcoin et elle a littéralement explosé en vol. On ne sait pas toujours exactement ce qui s'est passé. Est-ce que ce sont les responsables de la plateforme qui ont détourné les bitcoins du client? Est-ce qu'ils ont perdu ces bitcoins? Comment ils ont été perdus? Enfin bref, tout ça a vraiment illustré la grosse faiblesse quand même de ces bourses du bitcoin. On a le sentiment quand même que les investissements sur cette devise n'ont pas été aussi importants dans les bourses que dans le reste de l'économie. Pour ce qui est des transactions, on va dire, entre guillemets, classiques en Bitcoin, ça vous permet, par exemple, vous pouvez maintenant acheter n'importe quel type de biens et services. Beaucoup de grands sites maintenant proposent à leurs clients d'utiliser le Bitcoin comme possibilité. Alors, dans la pratique, c'est vrai que les flux ne sont pas nécessairement importants, mais pour tous les grands sites, c'est quelque chose qu'ils vont, à mon avis, devoir proposer. Et une dernière chose sur le dark web, le Bitcoin en fait bénéficie en fait d'un phénomène actuel qui est que le dark web en fait c'est en train de se choisir de nouvelles devises et notamment qui sont beaucoup plus anonymes
entre guillemets, que le Bitcoin. Je pense à des devises comme Monero ou Zcash, qui vont quelque part remplacer le Bitcoin dans le Darknet, ce qui est excellent pour le Bitcoin, parce que ça permettra à cette monnaie de totalement couper les ponts avec cette partie d'Internet. En revanche, pour les monnaies qui vont devenir les devises un peu favorites du Darknet, pour elles, ça risque d'être un peu le baiser de la mort. C'est-à-dire que pour les autorités, elles vont être cataloguées comme les devises, on va dire, problématiques. Et il y a Flo Dupont justement qui nous pose une question assez rigolote là-dessus, mais et hyper intéressante quand on l'analyse un petit peu. Il demande est-ce que le Bitcoin à gratter pourra se trouver au tabac de quartier prochainement? D'une certaine façon, donc dans sa question, c'est est-ce que bientôt on pourra acheter en France dans une boutique? Est-ce que tu penses? Est-ce que c'est ce qui est prévu de pouvoir dépenser de l'argent au Monop? Je crois que Monoprix avait prévu de donner la possibilité à ses clients d'acheter en Bitcoin, mais est-ce que tu penses que peut-être même dès 2017, c'est quelque chose à terme qui risque d'arriver, où on pourra effectivement avoir ces jeux à gratter où on gagnera de l'argent en Bitcoin, par exemple? Peut-être pas aussi vite dans les grandes surfaces, mais oui. Après, à terme, ça va être quelque chose qui va être envisageable. En revanche, là où il faut être clair, c'est que tous les grands pays réfléchissent à l'avenir de leur monnaie et à la forme qu'elle pourrait prendre. Je pense à des pays, notamment les pays scandinaves, qui sont en train de réfléchir sur comment adapter ou créer une version digitale ou électronique de leur monnaie. Avec la disparition des monnaies papier dans ces pays-là, certains pensent d'ici 15-20 ans, ils sont en train de réfléchir. Alors je ne pense pas que ces pays-là adoptent le Bitcoin en tant que tel, mais ils risquent de s'inspirer beaucoup à la fois de ses forces et de ses faiblesses. Donc je pense que tous les pays vont aussi regarder un petit peu ce que vont faire les pays scandinaves et vers quelle évolution ils vont se diriger. En revanche, il faut quand même être clair, pour le développement du Bitcoin pour le grand public, en tout cas en France, ça va quand même prendre du temps. Je pense que d'autres pays vont être peut-être plus en avance que nous sur ce point-là. Bon, évidemment, on parle toujours de la Silicon Valley, mais il y a des pays, notamment les pays scandinaves, à mon avis, sont assez intéressés par ça. Et les Pays-Bas aussi, je crois qu'il y a un certain nombre d'intérêts. Donc je pense que tous les gouvernements vont vraiment regarder de près ce que vont faire les autres pays. Vous avez notamment à la Federal Reserve des États-Unis maintenant tout un groupe de travail qui s'intéresse beaucoup à ces questions-là. Vous avez un ancien de la Fed de Saint-Louis, je crois que c'est de M. Andolfato, qui a beaucoup travaillé sur le Bitcoin et sur les devises électroniques. Vous avez la Banque d'Angleterre aussi, qui a beaucoup travaillé là-dessus. Donc je pense que d'ici 5 à 10 ans, on aura déjà peut-être une idée de la manière dont les pays envisagent les versions électroniques de leur monnaie dans les années à venir. Alors on a une question de Lorenzo Mann qui te demande si le Bitcoin peut être une monnaie refuge en cas de crise financière. Alors effectivement, c'est une notion dont on entend beaucoup parler. Alors, pour être tout à fait franc, les actifs et les monnaies refuges qu'on a en tête, les monnaies refuges traditionnelles, c'est notamment des monnaies comme le yen ou le franc suisse. Alors, c'est des monnaies qui sont beaucoup plus volatiles que des monnaies qui sont beaucoup moins volatiles que le Bitcoin. Donc, les risques intrinsèques du Bitcoin font qu'on peut difficilement l'envisager comme un actif refuge. En revanche, pour les Chinois, ça semble être le cas, au sens où plus la devise chinoise baisse, plus le Bitcoin a tendance à se renforcer. Donc pour les particuliers chinois qui voient leur devise se déprécier, eux peuvent envisager le Bitcoin comme un moyen, on va dire, de limiter la casse. Après, quand vous voyez des journées comme ça, où en quelques heures, cette devise peut perdre 15 à 20%, je pense parce que d'abord, c'est un marché extrêmement spéculatif avec essentiellement des flux de particuliers. Sur tous les grands marchés, vous avez, pour la plupart, ce qu'on appelle des teneurs de marché.
c'est-à-dire des banques qui s'engagent à acheter et vendre un actif tout au long de la journée avec des spreads assez limités. Là, personne, grosso modo, ne prendrait le risque aujourd'hui d'être teneur de marché sur le Bitcoin. Ça voudrait dire que dans des conditions ou dans des journées comme celles qu'on vient de connaître, le teneur de marché, grosso modo, il va devoir acheter tous les bitcoins que les gens vendent. Et après, en essayant lui-même de gagner de l'argent et de les revendre derrière. Enfin bref, ce serait beaucoup, beaucoup trop risqué. Donc concrètement, quand dans des phases de marché, lors des phases de forte chute des marchés, tous les acheteurs en fait détalent très vite. Donc ça explique que en fait c'est un marché finalement dans les flux financiers encore assez immature. On commence à voir quelques hedge funds qui traitent sur le Bitcoin. Vous avez, à mon avis, quelques particuliers qui ont, on va dire, des particuliers qui venaient du monde financier, notamment, je pense, du high frequency trading, qui ont peut-être commencé à travailler avec des algorithmes pour acheter et vendre du Bitcoin et essayer de gagner de l'argent. Donc vous avez toute une population assez hétéroclite de spéculateurs, mais finalement, pour l'instant, assez peu d'investisseurs de long terme. Les seuls investisseurs de long terme, à la limite, qui existent, ce sont quelques particuliers qui achètent le Bitcoin et décident qu'ils vont le détenir pendant plusieurs années. À mon avis, c'est la meilleure solution à l'heure actuelle que de spéculer en fait, à assez court terme. Parce que le deuxième risque en fait, avec la spéculation à court terme, c'est si vous spéculez à court terme et que vous, entre guillemets, laissez vos bitcoins mobilisés sur les bourses, eh bien, vous êtes en risque, en fait, parce que à la fois, il y a eu pas mal de problèmes de hacking et ce n'est pas le meilleur moyen, en fait, de gagner de l'argent. Alors, je vous rappelle que donc nous sommes en direct depuis la rédaction des Échos avec Nessim Haït Kassimi sur le thème du Bitcoin. Vous êtes assez nombreux à réagir. Et Nessim, j'ai une question. Alors, je ne sais pas si tu connais particulièrement le marché du Bitcoin en Afrique, mais une question de Youssouf Oté qui nous demande quel est l'intérêt du Bitcoin en Afrique et s'il y a un intérêt en Afrique, s'il marche le Bitcoin en Afrique. Alors, il y a un intérêt évident. Je pense à des pays comme le Nigeria, mais pour l'instant, une traduction dans les actes qui est sans doute un peu décevante. Alors, on connaît un peu tous les problèmes de l'Afrique, c'est-à-dire la non-bancarisation de toute une fraction extrêmement importante de la population. Donc là où le Bitcoin peut avoir un intérêt, c'est par le biais, on va dire, du paiement mobile et de toutes ces solutions-là. Alors après, il est quand même nécessaire d'avoir un peu d'infrastructure derrière, et d'avoir en fait des acteurs locaux qui se développent. Mais effectivement, oui, ça c'est à mon avis, l'Afrique est encore un peu en retard, notamment je pense par rapport à l'Asie et par rapport à d'autres pays d'Amérique latine. En Amérique latine, je pense à des pays qui ont bénéficié, où le Bitcoin s'est développé du fait notamment des graves crises financières et économiques que ces pays connaissent. Je pense à l'Argentine. Je pense au Venezuela, des pays qui connaissent des inflations très fortes. Il y a une très forte défiance aussi à l'égard de la monnaie. Donc effectivement, le Bitcoin peut être une monnaie en fait de substitution, même si je pense que, encore dans la majorité des cas, les personnes préfèrent détenir des dollars. Est-ce qu'il y a des secteurs particuliers qui sont, ou qui ont en tout cas, qui seront plus porteur sur le Bitcoin? Je pense par exemple au tourisme, où je me dis, je crois qu'Airbnb va pas tarder, ou le fait déjà, donne la possibilité de payer en Bitcoin. Est-ce que tu penses qu'à l'avenir, c'est un secteur dans lequel le Bitcoin sera utilisé et très utilisé par rapport à d'autres services de quotidien, en comparaison peut-être à Uber ou des choses sur lesquelles, mais moi je pense vraiment au tourisme. Qu'est-ce que tu penses de ça? Oui, bien sûr, il y a le tourisme. Toutes les activités en fait après de services. Bon, après quand même, il faut être clair, le grand boom des transactions
il est pour l'instant un peu freiné. Je m'explique parce que, grosso modo, l'infrastructure du Bitcoin ne peut traiter qu'un nombre en fait assez limité de transactions par seconde. Et justement, à l'heure actuelle, il y a tout un débat autour de la communauté du Bitcoin sur savoir comment augmenter, on va dire, la puissance et la vitesse de traitement du système Bitcoin. Alors c'est un processus qui va être sans doute assez long parce qu'il est nécessaire qu'il y ait un consensus qui se développe autour des solutions, des solutions proposées. Mais c'est une question qui a en fait pas mal divisé à un moment la communauté. Certaines personnes disaient il faut laisser des règles intangibles. C'est tout l'intérêt d'une monnaie comme ça. On ne va pas commencer à changer le système. Voilà. D'autres disent au contraire, ne pas changer le système, c'est refuser finalement l'innovation, et c'est passer à côté de quelque chose. Donc je pense qu'à terme, une solution va quand même émerger pour savoir grosso modo comment on permet en fait au Bitcoin d'augmenter sa puissance et d'aller bien évidemment rivaliser en termes de vitesse et de traitement avec Visa et tous les autres acteurs de ce domaine. Alors il y a Tyler Duden qui réagit beaucoup depuis tout à l'heure et je crois qu'il a vraiment envie que je te pose une de ces questions, notamment au niveau du blanchiment d'argent. On en entend souvent parler autour du Bitcoin, c'est aussi pour ça que les gens sont assez sceptiques sur le Bitcoin. Est-ce que vraiment c'est une monnaie dans laquelle on l'utilise avec beaucoup de blanchiment d'argent? Alors c'est ce que j'avais dit sur le Darknet. Moi j'avais regardé la ventilation en fait on va dire de l'économie illicite pour le Bitcoin. Et de mémoire, je disais que le pur Darknet, ça devait être 5%. Là-dessus, vous avez des chaînes de Ponzi qui sont créées. Et puis après, il y a toute la partie blanchiment. Oui, ça peut servir à faire du blanchiment, mais d'abord, je pense que d'autres monnaies créées pour le Darknet et tout ça vont être encore plus prisées que le Bitcoin. Après, c'est vrai qu'il y a toute une série de services qui se sont créés pour, on va dire, rendre le Bitcoin encore plus anonyme. Parce qu'il y a aussi un débat là-dessus. Donc c'est vrai que c'est des services qui sont clairement créés pour répondre à la demande de blanchiment. Après, je ne pense pas qu'aujourd'hui, ce soit le principal intérêt. Et je pense que, étant donné que toutes les transactions sont traçables, malgré tout, les groupes mafieux préféreront toujours le cash. Préféreront toujours peut-être même le troc, voire les pures matières premières. Je pense que c'est quelque chose qui sera quand même privilégié. Alors les gens réagissent pas mal sur les monnaies concurrentes au Bitcoin. Est-ce qu'il y en a une qui sort du lot? Est-ce qu'il y en a une qui a de l'avenir? Alors il y en avait une dont les personnes attendaient beaucoup, c'était Ethereum. Mais cette devise a été en fait victime d'après ce que je comprends, d'un vice de conception qui lui a coûté quand même très cher en termes de crédibilité. La devise, lors de cet épisode, s'est complètement effondrée. Et d'ailleurs, un des grands trades dans la communauté des Bitcoin, c'était de shorter Ethereum pour acheter du Bitcoin. Ça a été un des grands trades gagnants de cette période-là. Donc, c'est pas une devise. C'est une devise. Il y a quand même, c'est quelque chose de vraiment d'intéressant qui est lié en fait à la nouvelle approche que ça donne de ce qu'on appelle des contrats intelligents. Après, je pense que ça a été un coup très rude pour cette devise-là, et elle aura un peu de mal à s'en remettre. Toutes les autres devises qui ont émergé n'ont pas véritablement atteint une taille critique. Elles sont quand même assez limitées en termes de montants, de transactions. Certaines sont tout simplement des arnaques qui n'ont absolument aucun intérêt. Et je pense que le Bitcoin a vraiment bénéficié d'un effet de première arrivant là-dessus. Il a concentré vraiment l'intérêt du venture capital, de tout ça. Donc je ne vois pour l'instant aucune devise rivaliser même de très loin avec le Bitcoin. Je pense que pour l'instant, ils sont vraiment
ils sont vraiment seuls vraiment sur ce créneau. Alors, il va y avoir les initiatives des gouvernements pour lancer leur e-monnaie. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Et notamment la Chine. La Chine veut créer un renminbi. Alors, on peut se demander, est-ce que le durcissement qui semble peut-être à jour du côté des autorités chinoises sur le Bitcoin, est-ce que c'est lié justement à la volonté de ne pas faire concurrence avec la future version électronique du renminbi? Enfin, c'est assez... je pense qu'il y a vraiment une grosse incertitude sur ce que veulent faire les autorités chinoises. Certains disent à l'inverse que si les autorités chinoises avaient voulu tuer le Bitcoin, ils l'auraient tué tout de suite. Voilà, en compliquant la vie des bourses, enfin, voilà. Mais ça reste quand même quelque chose d'assez ouvert. Question un peu plus politique de Valentin Latouche qui te demande où en est le gouvernement français vis-à-vis de la législation à l'usage de la blockchain. Bon, on va pas trop rentrer dans le détail de la blockchain, ce serait, ça fera peut-être l'occasion d'un autre Facebook Live, mais aussi au niveau fiscal, est-ce qu'il est considéré comme une monnaie ou comme un actif? Oh là là, je suis pas un grand spécialiste là-dessus. Je dirais que les autorités françaises avaient plutôt un peu mal débuté sur les bitcoins avec pas mal de mauvaises conceptions. Il semble avoir évolué un peu plus sur ces questions-là. En revanche, je ne pense pas que ce soit de toute manière que l'avenir du bitcoin soit, en tout cas en France, menacé par ces questions-là. Parce que les gouvernements vont vite se rendre compte qu'ils ont quand même assez peu de façons de réguler une monnaie qui, par définition, se régule elle-même. Alors, ils peuvent avoir une approche selon le statut, mais fondamentalement, pour être clair, je ne pense pas que le fait que l'État français décide que le Bitcoin soit une monnaie ou un actif ait un quelconque effet sur le développement dans notre pays. On prendra sans doute une dernière question avant de terminer ce Facebook Live sur le Bitcoin. Mais plus simplement et plus grossièrement, moi je me demandais s'il y avait déjà des communautés éventuellement, des endroits peut-être à la Silicon Valley où certaines personnes ne vivaient uniquement en Bitcoin, étaient payées en Bitcoin, dépensaient leur argent uniquement en Bitcoin et n'avaient plus d'autres économies que le Bitcoin. Est-ce qu'il y a des communautés? Est-ce que, je crois que tu en parlais tout à l'heure, mais peut-être en Chine ou à la Silicon Valley, ça existe ça? Est-ce que c'est réel pour l'instant ou pas encore? Il me semblait que j'avais vu que dans certaines communautés libertariennes, je pense que c'était un papier de Gaspard Koenig qui avait fait là-dessus, il y avait la possibilité, enfin, il vivait un peu entre guillemets en autarcie monétaire. Après, effectivement, il y a des, le Bitcoin est très populaire hein, dans la Silicon Valley. Et d'ailleurs, à mon avis, pour la plupart, beaucoup des grands investisseurs et des détenteurs de long terme du Bitcoin sont constitués par tous les cadres, on va dire un peu haut niveau, Silicon Valley. Je pense que toutes ces personnes-là ont des portefeuilles du Bitcoin assez significatifs. Après, est-ce qu'on peut vivre, par exemple, aujourd'hui aux États-Unis en ne payant qu'en Bitcoin? Je pense que c'est possible, oui. Je pense que c'est tout à fait possible. Parce que de plus en plus de services le proposent et parce que à la limite, ce sera sans doute très pratique. Est-ce que pour autant, ça va être quelque chose qui va être majoritaire? Non, non. Je pense que le Bitcoin doit encore franchir pas mal d'étapes. Il doit encore franchir pas mal d'étapes et je pense que on va dire la gestion de la bulle chinoise va être quand même assez importante dans les mois à venir. Mais à la limite, la meilleure chose qui pourra arriver au Bitcoin, c'est que ça devienne un actif spéculatif ennuyeux qui fasse que les spéculateurs s'en détournent. À ce moment-là, la devise deviendrait moins volatile. Et à ce moment-là, elle accroîtrait ses chances de devenir un moyen de paiement. Parce que vous pouvez difficilement avoir un moyen de paiement accepté par tous, comme par exemple comme hier, il y a à peu près 200$ entre le plus haut et le plus bas de la journée. La monnaie varie beaucoup. Une monnaie varie trop. Elle peut pas. Quand vous détenez des euros dans votre poche,
vous acceptez finalement implicitement de perdre un petit peu à cause de l'inflation, pour l'assurance justement que vous pourrez l'utiliser partout, dans tout type de commerce, etc. Après, je pense que la communauté Bitcoin a peut-être fait une erreur en pensant que le déclin de la volatilité était quelque chose qui serait à la fois inéluctable et qui amènerait le Bitcoin à voir sa volatilité converger vers celle des monnaies. C'est absolument pas évident. Vous pouvez avoir une baisse de volatilité, une remontée, une stabilisation, etc. Après, il faut quand même rester modeste là-dessus. S'il y a quand même une monnaie qui est capable de réussir, aujourd'hui, je pense que c'est le Bitcoin. Ok, bah écoute, merci beaucoup Nessim d'avoir participé à ce Facebook Live. Merci à tous d'avoir réagi, d'avoir interagi avec Nessim. Et moi, je vous donne rendez-vous demain en fin d'après-midi pour un Facebook Live en direct du Grand Palais où nous allons tester la nouvelle console de Nintendo, la Switch. Merci et bonne journée à tous.